Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les clés de la réno, le podcast. On se retrouve cette semaine avec une nouvelle interview. Une interview un peu spéciale parce que cet été, je souhaite t'emmener à la rencontre de personnes qui ont bien sûr rénové, évidemment, mais dont l'objectif était également de créer un lieu de vacances, un gîte ou une maison d'hôte. Car après tout, c'est les vacances et on peut bien parler un peu de lieux qui nous donnent envie de lever le pied. Mais aussi parce que c'est certain, tu vas y trouver tout un tas de conseils de personnes qui vivent ou qui ont vécu la même chose que toi avec les travaux, que tu souhaites rénover pour toi-même ou te lancer toi aussi pour créer une activité de location saisonnière. Alors aujourd'hui, on retrouve Marine Gabili qui a rénové un vieux moulin dans le Perche avec son mari architecte Lucas Madani. Il s'agit du moulin de Bellequeux qu'on retrouve sur le compte Instagram Le Moulin est tiré du bas. Marine et Lucas ont redonné vie à ce moulin inhabité depuis des décennies et à ses dépendances en 2020. Ils souhaitent créer leur maison de vacances et en faire profiter leurs proches. Mais très vite, l'idée d'en faire profiter les autres leur vient comme une évidence, d'où le petit nom qu'ils donnent à ce lieu, la fabrique à souvenirs. Les leurs, mais aussi ceux de leurs invités. Ils engagent alors d'importants travaux pour rendre les lieux habitables et créer les espaces chambre après chambre. Laisser libre cours à leur créativité pour créer une esthétique singulière et personnelle est ce qui a guidé Marine et Lucas dans leur choix. Si vous avez le souci du détail, alors nul doute que cet épisode va vous plaire, car tout y a été minutieusement pensé et choisi. Avec Marine, on a parlé de la rencontre avec cet ancien relais de chasse complètement dans son jus, mais qui disposait d'une hauteur sous plafond à couper le souffle. On a parlé de comment bien définir les espaces, surtout dans une pièce à vivre ouverte, avec notamment cette belle idée d'arches multiples pour délimiter les fonctionnalités. On a aussi parlé mosaïque à faire soi-même pour un intérieur unique, de cheminées recouvertes de faïence, mais aussi beaucoup de marbre que l'on retrouve tel un fil conducteur dans les différents espaces. Je te le dis, mais tu vas vite l'entendre, j'ai adoré ma conversation avec Marine, car leur projet démontre bien à quel point c'est dans le détail qu'on a les plus belles idées et que l'on crée un tout cohérent, harmonieux et qui soit réellement le reflet de ton style et de ta personnalité. Si tu souhaites voir ça de plus près, et je n'en doute pas, je t'invite à aller voir leur compte Instagram ou même mieux, à y prévoir tes prochaines vacances. C'est sur lemoulindebellequeux.com que ça se passe. Encore un grand merci à Marine et bonne écoute. Bonjour Marine et bienvenue sur Les Clés de la Réno podcast. Je suis vraiment très heureuse de partager mon micro avec toi aujourd'hui pour que tu nous racontes un peu l'histoire de la rénovation de votre moulin. Et puis on va commencer déjà par une petite présentation pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne te connaissent pas encore. Si tu veux nous dire un peu en quelques mots qui tu es et où tu vis pour démarrer. Bonjour Alison, merci beaucoup pour l'invitation déjà. Je suis Marine Gabili, j'ai 34 ans et j'ai acheté avec mon mari Lucas Madani un moulin en 2020 qui se situe donc dans le Perche chartois, à 2 heures de Paris. Et l'idée c'était d'acheter une résidence secondaire au départ pour créer notre fabrique à souvenirs. Exactement. C'était le projet du coup d'aller trouver une résidence secondaire, mais en fait c'est un projet qui s'est un peu transformé au fur et à mesure du projet. Je crois, j'en suis même certaine, hein, puisque du coup vous êtes gîte aujourd'hui, vous accueillez des invités. Tu peux nous en parler un peu. Vous accueillez combien de personnes, combien vous avez de chambres peut-être?
Alors aujourd'hui, le gîte a 6 chambres, donc peut accueillir 12 à 13 personnes. Au début, c'était vraiment donc une rénovation qui a été pensée pour nous, nos amis et notre famille. Et puis au fur et à mesure, on s'est dit pourquoi pas faire de la location. Alors moi, c'est vrai que j'étais en pleine remise en question dans ma vie professionnelle. J'avais envie d'arrêter ce que je faisais. J'étais dans le prêt-à-porter depuis plus de 10 ans en tant que responsable communication, web et marketing. J'avais envie de changer. Lucas, lui, est architecte à son agence depuis plus de 10 ans. Donc, pour nous, les travaux, c'était quelque chose d'assez facile. C'est sûr. Et après, moi, j'avais ce potentiel, enfin, en tout cas, ces compétences en termes de communication, d'organisation, qui aident en tout cas pour la gestion d'un gîte. Et je suis aussi très toquée sur le ménage. Donc, ça fait encore plus de choses qui aident. Et on a commencé à louer le moulin. Alors, on n'est pas du tout sur les plateformes Airbnb, Booking, enfin tous les OTA que vous pouvez connaître, on n'est pas dessus. On fait que de la location en fait en direct et on est sur Enchki. Donc l'idée c'était d'avoir une adresse qui était un petit peu privée et qui soit pas sur tous les OTA. Donc ça marche très bien. Et ça devait normalement être une petite activité pour juste rentabiliser les charges annuelles. Et finalement, ça a pris un peu plus d'ampleur et maintenant, on le loue toute l'année en fait. Ouais, et c'est devenu ton activité principale, hein, c'est ça, si je Mon comprends bien. activité principale, donc j'ai pas recherché d'autres travail et je m'occupe H24 du moulin, des réservations, des demandes des clients, des travaux qui évoluent au fur et à mesure parce que forcément le moulin, c'est un petit hameau. Il y a 4 habitations en fait, donc c'est aussi le projet d'une vie. En fait, tous les revenus locatifs sont réinvestis dans les travaux. Donc, par exemple, janvier 2024, on commence une nouvelle toiture. Voilà, donc c'est au fur et à mesure des ans, on fait des nouvelles choses. Là, par exemple, on a fait une 6e chambre. Mhm. On n'a que 5 chambres jusqu'à avril. Et là, on vient de faire une 6e chambre Ok. qui répond à une demande. Cette chambre, par exemple, on l'a faite avec 2 lits jumeaux pour accueillir les retraites, par exemple, de bien-être. Alors qu'au début, j'avais pensé le moulin qu'avec des chambres avec des lits doubles, Mhm. en disant, bah, mes amis, en fait, quand ils viennent en couple, donc j'ai pas besoin de 2 lits simples. Et là, j'ai eu tellement de demandes pour les shootings, pour les retraites, que je me suis dit, ok, il me faut une chambre avec 2 lits simples séparés. Donc on s'adapte aussi un petit peu aux demandes qu'on a et après si c'est réfléchi en amont, on va faire ces travaux en fonction d'eux, Mhm. mais en fait la cible qu'on veut, c'est pas toujours celle qu'on va avoir, même si on oriente en tout cas tout pour l'avoir. De temps en temps, on peut avoir des surprises. Ouais, c'est sûr. C'est un projet qui évolue en fonction aussi des demandes et des Voilà. rencontres, j'imagine. Donc les travaux vont aussi évoluer en fonction des demandes et puis de nous, comment on évolue. De quoi on a envie sur notre lieu. Moi, je sais que par exemple, mon lieu, j'ai pas envie d'avoir de mariage, Mhm. mais par contre, j'ai plus envie d'avoir des retraites, bien-être, céramique, parce que ça me ressemble un peu plus. Ou j'ai pas envie d'avoir d'enterrement de vie de garçon, je les accepte pas. Enterrement de vie de fille, je les accepte pas non plus, c'est pas pour moi. Ouais. Mais par contre, les familles avec des enfants, les week-ends entre amis, enfin, ça, la maison, elle a été créée pour ça. Donc, du coup, elle a les équipements aussi pour ça. Ouais. Elle a les lits à barreaux, les berceaux, la chaise haute, enfin, l'attirail kids-friendly parce que j'ai beaucoup de familles qui viennent. Ouais, c'est sûr que quand on rénove pour en faire une activité de gîte, la façon de penser les espaces, d'aménager et de les équiper est pas du tout la même que si on rénove pour soi. Ouais. Et en plus, effectivement, on doit prendre en considération la cible à laquelle on veut s'adresser. Donc, je comprends effectivement que ça puisse avoir un impact important dans votre façon de réfléchir les choses. Alors, nous, on avait quand même les codes de l'hôtellerie parce que Lucas est architecte, il fait beaucoup de clients de résidences perso, mais il fait aussi, enfin, il commence à faire des hôtels, donc on avait quand même les codes de l'hôtellerie
que ce soit sur, je dis des choses bêtes, mais les interrupteurs, les va-et-vient, enfin Mm. des choses qui en tout cas, après quand on s'est lancé dans l'activité de gîte, la maison en fait elle était prête pour ça parce qu'on l'avait équipée et on avait pensé aux matériaux, des matériaux résistants, ou voilà tout ce qui est le système électrique et chauffage pour être adapté au gîte. Mhm. Et alors, parle-nous un peu peut-être déjà de la genèse de l'histoire. Quand est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans ce projet et puis peut-être pourquoi et comment ça s'est passé au démarrage? C'était quand déjà, effectivement? C'était avant le Covid. On avait envie, en fait, on voulait investir dans l'immobilier. On ne savait pas forcément. On s'est posé la question d'investir dans du locatif. Bon, ok, très bien. Locatif, pourquoi pas, mais on ne trouvait pas de petit appartement proche Paris, banlieue. Oui, Rien, parce pas que de vous habitiez Paris, pas hein. à Paris. Mm. Et après, on s'est dit pourquoi pas investir en fait, dans du plaisir. Alors, le plaisir pour nous, c'était une résidence secondaire. Mhm. Une résidence secondaire, c'est comme une voiture neuve qui sort du garage. Ça coûte de l'argent tous les mois et on sait qu'on en perd et voilà. Mais on sait C'est qu'on va sûr. prendre du plaisir à y aller. Mais ça ne nous fait pas gagner de l'argent. Mais on s'est dit, bah, pourquoi pas, on a besoin de s'aérer l'esprit, on ne peut pas rester à Paris tous les week-ends, c'est impossible pour nous. Lucas est parisien, moi je suis pas parisienne, je viens de la région de Nantes, donc je suis habituée quand même à... Je suis une provinciale, voilà. Oui, tout simplement. Donc on avait besoin de prendre l'air un peu, et on s'est dit, bon, investissons dans une maison secondaire. Euh, alors il y a tous les amis un peu investisseurs qui ont leur casquette de rentabilité à fond. Ils Mm. disent, mais qu'est-ce que vous faites? Investissez pas dans une maison de campagne, louée plutôt, ça va vous coûter de l'argent toute l'année. Et on s'est dit, non, mais on a envie. On a fait un peu moins de 10 visites et on est tombé sur le moulin. Alors au début, c'était pas gagné. On arrive, l'agent immobilier nous dit bon bah on va laisser la voiture en haut du chemin. Le chemin il est boueux, c'est pas accessible en voiture. J'ai peur de m'embourber. Ok, bon on fait ok, on vous suit, on fait la même chose. Donc on va à pied jusqu'au moulin et on passe le portail. Et là en fait on découvre un espace donc comme un petit hameau au creux d'une vallée. Et en fait il y a personne. Enfin il y a juste nous. Et il y a 2 hectares de verdure avec des vieux bâtiments, une rivière qui traverse le parc. Et on se dit, ok, j'adore. Et alors, c'est pas du tout ce qu'on voulait. De base, on voulait une maison bourgeoise. On voulait des moulures, du parquet, des grosses cheminées. C'est pas du tout le cahier des charges de base. Ouais. Vous cherchez peut-être plutôt une maison de bourg avec un peu plus Bah, en fait, on de... cherchait quelque chose qui n'existait pas. On voulait une maison bourgeoise sans voisin. Donc voilà. Oui, oui, ça peut être compliqué. Quoique, des fois à Mais la campagne, on peut être surpris, mais ouais, les presbytères, les trucs comme ouais. ça. Bon, on en a visité, mais c'était pas du tout ce qu'on cherchait, mais on est tombé amoureux du moulin. Et on a eu notre offre de crédit accepté le jour du confinement. Ah oui. Euh, voilà. Donc pendant le confinement, ça nous a permis de travailler sur le projet parce qu'on était à la maison tous les deux. Normalement, Lucas est à son agence, donc on ne se voit pas la journée. Et donc là, il m'avait sur le dos toute la journée. Euh, J'étais sa pire cliente. Et on a pu en fait faire les plans, penser à la DA qu'on voulait, voilà, se faire des petites planches Ouais. de, de DA. Quand tu dis DA, c'est vraiment penser la conception dans les moindres détails, les matériaux, les Ouais, finitions. ouais, et tout ce qui va être le côté artistique, enfin joli, tout le côté agréable des Ouais, travaux. Et pas le côté, bon alors il faut faire une fosse septique, il c'est faut ça. mettre une fosse septique, il faut changer la toiture. L'isolation. Voilà. C'est un peu moins glamour. Moi, je m'occupais pas de ces planches tendance-là. Ouais, bon, c'est sûr. Donc on a bien réfléchi on a eu le temps en tout cas de bien se mettre au clair là-dessus. Et Lucas, encore une fois, c'est son métier, donc en fait il sait par où il faut commencer, il sait ce qu'il faut commander maintenant pour que tout soit réceptionné à temps, pour qu'il n'y ait pas les ouvriers sur le chantier qui disent bah non je suis bloqué parce que j'ai pas reçu tel et tel matériau. Donc du coup
tout a été fait en fait avec un rétro-planning dans les règles de l'art, ce qui nous a permis de pas perdre de temps, pas perdre d'argent, et en fait, enfin, on savait ce qu'on voulait, donc forcément c'est différent. Donc on a validé le devis de la toiture, on n'avait même pas encore les clés, Ouais. mais, mais c'est pas grave parce qu'on est hyper actifs, donc on voulait absolument que on a eu les clés le 12 juin et je crois que le fin juillet, début août, la toiture, Comment les c'est? mecs de la Ouais. toiture étaient là. Ouais, Voilà. c'est très rapide, très réactif, ce qui est. C'est ça. Et il fallait qu'en fait, septembre, la toiture soit terminée pour que les ouvriers commencent à isoler, qu'on mette un plancher, qu'on commence à faire l'intérieur de la Mhm. maison. Sinon, on peut Surtout se cogner. que j'imagine que si vous avez eu le prêt début du confinement, vous saviez finalement pas quand vous alliez pouvoir signer. Enfin, Non, cette période-là, c'était quand même ouais, c'est l'indécision ça. la plus totale. Donc, mais il y a un moment, en fait, dans les travaux, il faut prendre des décisions, il faut Ouais. trancher. Sinon, à force d'attendre, enfin, on peut attendre, hein, mais c'est de la perte d'argent, la perte de temps. Enfin, voilà. Donc, nous, non, on a pris la décision. On s'est dit, ok, vas-y, signe le devis, envoie la compte. On ne sait même pas quand est-ce qu'on aura les clés de cette maison, mais c'est pas grave. Et on a commencé, du coup, en septembre, les travaux de l'intérieur de l'habitation principale, qui était une coque vide. Donc c'est ça aussi l'avantage qu'on avait au moulin, c'est qu'on partait en fait de rien, dans le sens où tout était à faire. Donc pour Lucas, c'est un exercice qui est vachement bien parce que déjà, il n'y a pas de démolition à faire. Mm. Parce que quand il faut se dire, ok, je dépose toute la cuisine laquée rouge que j'aime pas, qui a été montée par un autre client, enfin, qui a été montée par un autre propriétaire. Enfin, c'est du temps aussi de démolir ou C'est sûr. d'enlever, en fait, de déposer les choses. Alors que là, on n'avait rien à déposer, on avait juste à créer, en fait. Mais enfin, de quand dataient les derniers travaux? Parce que ça a été habité quand même, j'imagine, à un moment ou un autre. Ça a été habité, mais en fait, par exemple, dans l'habitation principale, donc il y avait le petit carrelage qu'on a gardé et qu'on retrouve aujourd'hui. Euh, C'était une question que je souhaitais te poser, justement. Tu vois, s'il était d'époque. Mais ça, il était d'époque. Et en fait, il y avait un énorme barbecue dans le salon, parce que c'était un relais de chasse. Ah oui, d'accord. On avait fait un relais de chasse, donc il y avait un énorme barbecue, mais vraiment un truc qui prenait. Enfin, c'était vraiment très, 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 très gros. Et il y avait des murs jaunes, peints en jaune, et c'est tout. Et Ok. c'était une grande pièce ouverte avec la charpente apparente. Ah ouais. Voilà, c'est juste ça. Donc Donc, ça donne pas signe que que c'est été vraiment habité, quoi. Il y a eu du monde, mais c'était peut-être pas forcément une habitation principale. et non, non, les anciens propriétaires habitaient à 20 minutes d'ici. Hmm. Et donc ils avaient fait cette pièce-là où bon, voilà, il y avait la peinture sur les murs et puis ils avaient fait une petite salle de bain. Alors moi j'avais du mal à aller faire pipi dans cette salle de bain, donc prendre ma douche non plus. J'étais vraiment dans un état, voilà. Et il y avait une petite chambre. Là c'est pareil, la petite chambre, moi j'y rentrais pas, hein. C'était une charpente apparente, il y avait des araignées partout, enfin, c'était l'enfer. Donc voilà, c'était un peu, c'est très, et dans la, Rustique. ouais, c'était très rustique. Et dans la bergerie, il y avait aussi deux petits lits à l'étage avec de la moquette et la tapisserie. Par contre, on l'a gardée. On a réussi à la garder. D'accord. Ouais, qui est au-dessus des poutres, on a réussi à la garder. Mais voilà, c'est tout. Après, donc ils y venaient pour dormir l'été, une ou deux nuits quand il y avait des anniversaires ou quand ils faisaient voilà des fiestas. Mais sinon, ils avaient leur maison en fait qui était à 20 minutes d'ici. Hmm. Et du Donc, coup, donc c'est plusieurs petites maisons, c'est ça? Tu nous parlais d'un hameau. Il y a une habitation principale et puis après des dépendances. ouais, exactement. Il y a quatre bâtiments. Donc elles avaient chacune leur fonctionnalité à l'époque et eux, ils avaient fait leur habitation sur la partie qui est la plus élevée parce que c'est un terrain qui est inondable forcément avec le moulin, Mhm. avec l'eau qui passe sur le terrain. Donc ça, c'est aussi un élément qui est compliqué à gérer, enfin qui peut être une source de stress en plus des travaux. C'est une source de stress l'hiver quand même parce qu'en fait l'eau c'est un élément qu'on contrôle pas du tout.
Et quand on n'est pas habitué, on est un peu décontenancé face à l'eau qui monte comme ça et la rivière qui sort de son lit et cette mare dans le jardin, c'est un peu, Mm. ça peut faire un peu peur. Et au début, on s'était dit, tiens, on va faire des travaux dans ce bâtiment-là. Et après, on a réfléchi, on s'est dit, attends, si les anciens, ils ont fait leur maison ici, je pense qu'il faut nous aussi qu'on les suive. À l'époque, ils faisaient les choses vraiment bien et on le voit au moulin. Et ça, c'est important de le prendre en compte sur les vieilles bâtisses, en fait. Mm. Regardez comment on fait les anciens. Même nous, dans le terrain, on voit des espèces de pentes, en fait, comme des fossés qui paraissent être des choses naturelles. Mais en fait, ça a été fait par l'homme parce qu'en fait, quand l'eau coule, eh bien, elle tombe dans ce fossé et elle va se déverser directement dans la rivière, au lieu de tomber directement sur la façade d'une Ouais. habitation et d'imprégner le mur d'eau, en fait. Mhm. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à l'extérieur qui ont été faites pour respecter en fait l'environnement. Donc ça maintenant aujourd'hui c'est à nous de continuer en fait ce travail-là. Et vous avez entrepris des travaux spécifiques pour canaliser un peu l'eau quand il y a une crue ou pas spécialement? En fait, alors déjà on s'est renseigné avec les voisins, on leur a demandé jusqu'où l'eau montait, donc ils nous ont dit jusqu'à ce pignon de mur. C'est jamais monté au-delà, donc pour l'instant on n'a pas remarqué que ça montait au-delà. Nous on a quand même posé un drain extérieur Mhm. pour parce que l'ancien drain était à changer, donc on a refait cette chose-là. Et puis après, on fait attention par exemple, de ne pas enlever certains arbres, Mhm. euh, parce que les arbres, ça permet aussi de garder l'eau. Donc il y a des arbres qui en fait, qu'on a dû abattre parce qu'ils allaient tomber à cause de la foudre, mais on a laissé le tronc. On D'accord. a laissé les racines, etc., pour que les racines continuent, en fait. Donc l'arbre commence à repousser, c'est marrant, mais on aurait pu se dire, bon, bah, on enlève la souche et voilà. Et non, non, il faut laisser cette végétation là où elle est, parce qu'elle forme une barrière aussi pour Barrière les murs. naturelle, ouais. Mm. Et donc, vous avez commencé les travaux par l'habitation principale, c'est ça? On a commencé par l'habitation principale. Donc on a fait au rez-de-chaussée une cuisine ouverte. L'idée, c'était, alors la cuisine ouverte, on est pour, on est contre, mais moi j'avais envie de profiter aussi de mes amis et de ma famille quand je cuisine, parce que quand les cuisines elles sont séparées, on est un peu seul dans sa cuisine et les autres sont dans le salon, donc j'avais envie d'un espace ouvert, mais qui soit quand même délimité. Donc du coup, Lucas a fait plusieurs tests de dessin et a dessiné ces arches qui sont dans le salon, donc qui donnent une délimitation entre le salon et la cuisine, mais ça reste un espace ouvert. Oui, c'est aussi un truc dont je voulais te parler. Effectivement, je trouve que l'idée est super bonne. Et c'est souvent ce que je dis. Moi, effectivement, on a tendance à vouloir toujours ouvrir, avoir des pièces à vivre qui sont spacieuses et aérées. Et en même temps, on peut vite tomber dans le piège de la perte d'espace, du flou artistique entre les différentes fonctions. Et bien délimiter les espaces, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, même surtout dans une pièce à vivre ouverte. Et c'est ce que Ouais. vous avez réussi à faire super bien avec justement ces arches qui viennent délimiter tout en permettant de faire en sorte que les deux pièces soient quand même liées l'une à l'autre, quoi. C'est ça. Et en plus, enfin, la chose aussi qui est très importante, c'est que elles maintiennent aussi le plancher, ces arches-là. Donc elles ont une fonctionnalité cachée, mais qui n'est pas négligeable non plus. Le Donc, plancher de l'étage, quoi. C'est ça que tu veux dire? On est sur un mur porteur à cet bah, endroit-là? on a dans les arches, en fait, on a mis des structures qui vont soutenir le plancher qu'on a mis pour créer les deux chambres à l'étage, les deux chambres et la salle de bain. Ok, Donc, on aurait pu ne pas les mettre, hein, ça aurait tenu comme ça, mais c'est toujours mieux d'avoir un renfort en plus, en c'est fait. sûr. Et donc, du coup, vous avez créé cet étage qui n'existait pas. Ouais. Donc, de toute façon, c'était une pièce avec charpente apparente, donc Ouais. il y avait pas de plancher. Donc là, on a créé le plancher. Créer le plancher, c'est vraiment une étape incroyable, parce que quand on met le pied pour la première fois sur le plancher, c'est l'aventure qui commence, quoi. On se dit ah ok d'accord, donc là je disais à Lucas ok, donc la salle de bain elle va être où, la chambre elle va être où, donc il me dessinait
sur le plancher où étaient les pièces, où elles allaient être délimitées, parce que lui, il arrive à se projeter très facilement. Moi, sur l'ordinateur, bon, bah ok, il m'a dessiné mon petit bonhomme à ma taille et je sais où je passe et où je passe pas sous la pente, mais j'ai un peu plus de mal à me projeter. Et donc là, il me dessinait les pièces et il me disait, ok, là, tu es aux toilettes, tu vas être assise ici, là, tu vas dormir là. D'accord. Et Et, après, on a fait les cloisons et voilà. et vous deviez avoir une hauteur sous plafond, enfin sous charpente, qui était très importante quand même, parce que vous avez encore une belle hauteur sous plafond dans la pièce principale. Et si en On a, plus vous avez créé un étage, ouais, ouais, on a plus de 3 mètres de hauteur en bas et en haut, presque pareil au milieu. Donc après, il y avait une très très belle hauteur de base. ok. Et donc, vous avez fait la toiture, puis Ouais. l'isolation, puis tout en fait. C'est ça, électricité, plomberie. Électricité, plomberie. Donc nous, l'avantage qu'on a eu, c'est que en fait, Lucas a, À son a mis, équipe. voilà, avec laquelle il a l'habitude de travailler. Et en fait, en 4 mois, ils nous ont fait toute l'habitation principale, plus la suite à côté, qui est une chambre avec sa salle de bain. Donc, Donc là, c'est dans une dépendance à part. ouais, c'est juste à côté. Alors, c'est relié quand même à la maison. Euh, et Lucas, qui est architecte, dit que c'est le même bâtiment, donc il D'accord. faut faire attention quand on est marié à un architecte qui a des termes. Voilà, quand je lui dis tiroir à la place de placard, il comprend pas. Il faut être précis. Hein. Ouais, faut être précis. Il me dit, mais il n'y a pas de tiroir ici. Oui, bon, ben le placard alors. Donc, c'est dans le même bâtiment. La suite est dans le même bâtiment, mais il faut passer par l'extérieur pour y avoir accès. Donc, ils ont fait ça en 4 mois, ce qui est globalement impossible sur un chantier lambda, on va pas se mentir, mais voilà, nous on avait tout préparé, tous les matériaux étaient sur place, et en fait ils sont restés pendant 4 mois sur place, et et voilà, ils ont fait tout l'intérieur de ces espaces. Ok. Et du coup, c'est uniquement les artisans de Lucas qui sont intervenus ou vous avez quand même dû chercher en complément d'autres artisans? Alors on a cherché d'autres artisans pour par exemple la fosse septique, parce que ça, clairement, on n'est pas en capacité, nous, avec nos équipes internes, de faire ce genre de choses. La toiture, pareil, c'est une entreprise du coin. L'isolation aussi, on a fait appel à une entreprise du coin pour le plancher aussi. Et sinon, tout le reste, électricité, plomberie et après tout ce qui va être peinture, tout ça, on l'a fait nous-mêmes. Ok. Euh, Oui, donc c'est ça, parce que vous avez quand même fait pas mal de choses par vous-même. Ouais. Enfin, quand je dis nous-mêmes, c'est les ouvriers de Lucas Oui. et nous, quand on venait, on faisait, mais on n'a pas fait. Enfin, on a dû faire, je sais pas, 5 ou 10% de eux ce qu'ils ont fait, quoi. Enfin, nous, Oui, on faisait les couches de peinture, le pose de carrelage, des choses qui étaient simples, quoi. Enfin, on n'est pas plombier, on n'est pas électricien, donc chacun son métier et c'est important de respecter ça aussi dans les travaux. Parce qu'en fait, de temps en temps, oui, on veut faire soi-même, mais en fait, le temps de se former, en fait, ça va apporter enfin, plus de problèmes qu'autre chose. Et il y a un moment, voilà, chacun son métier et les choses seront bien faites au moins. Il faut que ça tienne. Enfin, surtout pour un gîte. Il y a les choses s'abîment tellement vite dans un gîte que mm, si c'est bien fait de base, c'est c'est des problèmes assurés. c'est sûr. Et donc les chambres, si je comprends bien, vous en avez deux à l'étage de l'habitation principale, Ouais. une dans cette suite qui est dans le même bâtiment, Ah. et les autres sont dans les autres dépendances maintenant? Et après, on a fait la bergerie. Ça a été le lot 2, on va dire. On a fait, enfin, qui a été fait très vite, hein. Le lot 2, donc la bergerie, qui est une petite maisonnette sur 2 étages avec au rez-de-chaussée un lit, une personne, une salle de bain et des toilettes et une kitchenette. Et à l'étage, elle a un lit de personnes. Donc ça, c'est une chambre triple. Mhm. Et après, on va avoir 2 autres chambres. Donc la meunière
qui est une chambre avec son entrée privative et sa propre salle de bain, et la 145 qu'on vient juste de terminer, qui est juste à côté et qui a aussi son entrée privative avec sa salle de bain. L'idée, c'était vraiment de se dire, en fait, alors, on adore se réunir avec notre famille et nos amis, mais alors avec Lucas, on aime bien aussi être au calme et respecter en fait les temps de pause de chacun. Donc, on aime être ensemble, mais on n'aime pas être réveillé par les autres. Quand on n'a pas d'enfants, on n'a pas envie d'être réveillé par les enfants des autres ou d'être réveillé par celui qui va se coucher à 6 heures du matin. Donc voilà, le moulin, il a été fait comme ça. Il a été fait avec des chambres en fait qui ont leur entrée privative et leur salle de bain. Donc comme des petites suites d'hôtels, et chacun est autonome. Donc si j'ai envie d'aller faire une sieste à 16 heures, eh bien je vais dans ma chambre, je vais faire une sieste et j'entends personne. Et après, il y a la pièce à vivre et les espaces extérieurs pour se rejoindre. Mais chacun a son autonomie. Et son intimité, du coup. Et son intimité. C'est ça. Et ce qui me permet, pour le gîte, l'avantage, c'est qu'en fait, je peux ouvrir le gîte pour 4 personnes, avec l'habitation principale, mais je peux aussi louer le gîte pour 6 personnes, si je rajoute la suite, etc. etc. Donc en fait, il y a une offre qui s'adapte aux tribus. C'est super modulable, en fait. Ouais. Voilà, c'est modulable et j'ouvre les chambres que je veux. De toute façon, elles sont autonomes, donc je ne suis pas obligée de préparer le moulin avec les 6 chambres. Je peux préparer le moulin uniquement pour 3 chambres. Ok, super. Et du coup, au bout de 4 mois de travaux, vous avez pris possession des lieux, c'était tout fini. Tout fini, Ouais, je m'entends. et l'habitation à la suite au bout de 4 Voilà. mois. Et, Donc nous, on pouvait y aller et dormir sur place et manger et se laver. Et c'est vrai que ça, c'est important quand on commence le chantier, de pouvoir se laver, se manger et avoir... voilà, c'est vraiment les choses quand on a la salle de bain, on se dit, ah, on est bien déjà. oui, c'est sûr. Et alors, s'il y a une difficulté, est-ce que vous avez rencontré une grande difficulté dans ce projet, dans les travaux ou dans... Alors nous, la difficulté qu'on a rencontrée, c'était une difficulté qui n'était pas du tout, enfin auquel on n'avait pas du tout pensé, c'est le terrain en fait. Le terrain, l'espace extérieur, ça a été notre problématique parce que Lucas a l'habitude de tout anticiper, on va dire, à À l'intérieur pour nous. l'intérieur, ouais. Et lui fait beaucoup de chantiers à Paris, Mm. donc voilà. Et là, on a dû faire face à des travaux qui ont été effectués en hiver et sur un terrain en pente où il y avait juste de l'herbe, donc pas de gravier, pas de... Et là, ça a été un cercle sans fin. Dès que quelqu'un arrivait pour livrer, nous en plus, on s'est fait livrer un plan de travail en marbre qui fait, je crois, 4 ou 5 mètres de long, enfin, des choses voilà, qui nécessitent des gros engins. Tout le monde arrivait sur le terrain, tout le monde s'embourbait, personne n'arrivait à repartir. Et ça patinait, ça patinait. Il passait plus de temps à essayer de sortir du terrain qu'à nous livrer. Enfin, ça a été vraiment compliqué à gérer. Ça nous a beaucoup retardé. C'était à chaque fois, le livreur arrivait, il nous disait bon, bah, je suis au moulin, mais le chemin interdit les camions de 3 tonnes. Comment je fais pour vous livrer? Donc c'était compliqué. L'extérieur, l'environnement extérieur a été notre plus grande difficulté. Et est-ce que vous avez réussi à résoudre cette problématique du coup? Ah ouais, voilà, on a eu un coup de sang en fait un soir. Le camion des ouvriers s'est embourbé. On était en train de pousser le camion pour qu'il reparte. Et puis on a vu notre voiture dévaler en fait la pente droit vers la rivière. Donc à l'intérieur, il y avait toute la cuisine dans la voiture. Donc avec le poids et la terre qui était meuble et le frein à main qui était serré à 100%. Voilà, ça, on sait pas. Mais enfin, normalement, elle aurait jamais dû dévaler la pente, hein, mais elle était lourde là. Et donc, la voiture s'est encastrée dans un arbre. Heureusement, elle a dévié de sa course, elle n'est pas allée dans la rivière. Heureusement, voilà, c'est un peu notre chance. Et là, coup de sang,
On a fait livrer le lendemain des tonnes de gravier. On a décaissé, on a fait un chemin avec gravier et on s'est dit ok, stop. J'ai appelé la mairie, j'ai fait voilà, je leur ai dit écoutez maintenant c'est pas possible, il faut faire quelque chose avec le chemin communal. Oui, c'était pas chez vous en fait. Bah, en C'était. fait, il y a une partie chez nous. Donc, nous, la partie chez nous, on a décaissé, on a fait livrer des graviers de la carrière voisine. Et sur la partie du chemin communal, j'ai demandé à la commune d'empirer, en fait. Parce que c'était plus possible et que déjà, c'était dangereux pour nous. S'il nous arrivait quelque chose, en fait, dans la maison, parce qu'en plus, on est en travaux. Donc, on peut très bien se casser quelque chose ou n'importe quoi. Les pompiers viennent pas, en fait. Ouais. Donc en plein hiver, c'était pas accessible. Donc coup de sang. Donc là, on a modifié. On s'est dit ok, pause un petit peu 2 secondes dans les travaux intérieurs. On essaie de régler ce problème très vite. Ouais, c'est sûr que ça pouvait être un sacré handicap. Ouais. Et si tu devais te remémorer un bon souvenir du chantier, ce serait quoi? Les bons souvenirs, je pense que c'est toujours quand les- le début en fait le début d'une pièce, donc quand on va monter une cloison ou quand on va commencer à, à isoler, ou enfin ces choses-là en fait où on commence en fait à avoir à se projeter dans les pièces comment elles vont être. Ça c'est je peux passer du temps dans la pièce comme ça et me dire ah ok d'accord ça commence à prendre forme. Et les finitions après c'est toujours trop long donc Oui, c'est sûr. les finitions on en a marre. Mais au tout début, ouais, quand on monte un plancher ou des cloisons, ça c'est incroyable. Et puis après, surtout quand on voit aussi, enfin là sur la dernière salle de bain, quand on voit le travail, enfin le résultat en fait, ce que ça donne, c'est aussi assez gratifiant. Là, on est parti, pour la dernière salle de bain, on a fait un exercice qu'on n'avait pas pratiqué avant. En fait, on est parti d'une pièce qu'on a chinée pour créer en fait la décoration de la pièce. Donc en fait, d'habitude, voilà, quelqu'un de lambda va se dire bon, je sais pas, j'ai regardé sur Pinterest une idée où je veux faire ça et puis j'achète tel carrelage, machin, etc. Nous, on n'est pas parti de tout ça. On avait chiné un vieux lavabo, enfin un duo de vasques vertes. Et on s'est dit, bon bah voilà, on a ces lavabos avec ces miroirs, qu'est-ce qu'on fait autour? Et on est parti de cet objet pour créer l'ambiance qui allait leur redonner vie. Et donc on a décidé de faire un thème un peu Riviera avec de la mosaïque verte et blanche. Ça nous a pris un temps fou de poser cette mosaïque. Oui, parce que c'est vous qui l'avez fait là pour le coup. Là, c'est nous qui l'avons fait. C'était vraiment bon. Là, on a un peu. En plus, j'étais enceinte, donc Mm. du coup moins rapide. Faut le dire aussi. Donc ça nous a pris vraiment beaucoup de temps. Sauf que j'avais évidemment loué la chambre, qu'elle était déjà vendue en fait. Donc Ouais, vous aviez une deadline à respecter. ouais, ça c'est moi qui envoie un petit mail à Lucas en disant la chambre est louée à telle date. Voilà, Faut tu qu'on prends la, s'active. tu prends l'info comme tu veux, mais en tout cas sache que il faut avoir terminé les travaux à cette date-là. Donc voilà, là on est parti d'un objet pour créer le reste. Et c'est assez gratifiant de voir le résultat. Ça, c'est cool. Mais c'est un super, une super astuce, je trouve. Enfin, parce qu'en fait, ça va aussi, ça peut grandement faciliter les choix, parce que du coup, ça restreint énormément. Et donc, du Ouais, coup, comme tu as cette base, cet objet ou cette idée, c'est le fil conducteur, il n'y a plus qu'à dérouler et à trouver ce qui va, mais finalement, il y a plein de choses qui n'iront pas, donc c'est aussi bien plus facile de prendre des décisions. exactement. Et donc, du On coup, a, bah, on peut parler un peu de cette salle de bain et de cette mosaïque que vous avez posée avec. Enfin, vous avez créé les rayures, j'imagine. Comment vous vous y êtes pris donc en fait, on avait les vasques vertes et une baignoire aussi, une superbe baignoire en fonte qui pèse très très lourd. Là aussi, mes amis étaient heureux de m'avoir en ami. que vous avez chiné aussi, la baignoire? Ouais, chiné, je crois que les vasques, on les avait chinés il y a au moins 2 ans et la baignoire il y a au moins 1 an. Donc en fait, c'était des pièces qui dormaient là, qui attendaient en fait. Juste, elles étaient en stand-by d'une décision.
Et là, on s'est dit: «OK, on les met dans la baignoire» parce que l'idée aussi au moulin, c'est d'avoir, alors bien sûr, on a la pâte, Ovette et Madani, qui est le cabinet de Lucas, mais on va avoir aussi, beaucoup d'objets, chinés et recyclés. Donc on utilise beaucoup de marbre que l'on chine, sur Le Bon Coin notamment. Et on va créer en fait, les espaces en fonction des objets qu'on chine, Mhm. des matériaux, que l'on recycle. Donc voilà, c'est un exercice aussi, qui a ses contraintes, mais en fait qui est hyper simple parce qu'on a à la fois, bah, du coup un mélange en termes de style et on s'aperçoit qu'en fait, un objet qui comme ça seul n'a aucun intérêt, eh ben, en fait peut être mis en lumière s'il est bien positionné dans une pièce, et il peut retrouver en fait, son heure de gloire et ça c'est génial de le voir en fait, comme ça, enfin, redonner vie à des objets qu'on a chinés et dont personne ne voulait, c'est assez incroyable. Mais du coup, dans cette salle de bain, on avait les vasques et la baignoire. En Euh, super état, du coup. ouais, en super état. Et du coup, on a créé la mosaïque qu'on a mis sur le sol, les murs et les vasques. Donc, on a fait vraiment une grosse partie en mosaïque. Et du coup, vous avez acheté la mosaïque en plaques que vous avez découpées pour créer les rayures et Donc en fait, elles sont en plaques et juste il faut les découper par deux. Et après, on les pose comme du carrelage normal. Sauf que du carrelage normal, c'est des plaques mm, qu'on pose. Donc c'est assez rapide. Là, c'est ouais. des bandes de deux. Et surtout que vous êtes amusé à faire la petite inclusion LM sur le mur. Ouais, bah ça, c'est facile parce que moi, j'avais fait la mosaïque déjà avant. Donc pour moi, ça, je l'ai fait en 2 minutes. C'était pas assez. C'était simple. Ouais. Mais tu vas nous parler de la mosaïque après. Mais je voulais d'abord qu'on finisse sur la salle de bain et aussi sur le petit. Enfin, en fait, j'adore dans votre maison ce qui est super précieux et valorisant. Je trouve c'est vraiment les petits détails qu'il y a partout, qu'on voit pas forcément de prime abord, mais c'est ce qui fait toute la différence et ce qui fait que bah il y a une finition vraiment haut de gamme, enfin un truc un peu hyper qualitatif. Et notamment dans cette salle de bain, c'est aussi l'arrondi que vous avez fait pour la jonction entre les murs et le sol. Et comment vous avez fait ça alors? Alors bah là, il faut juste mettre un peu plus de colle à cet endroit-là, en fait. Et donc, du coup, ça va former un arrondi presque naturellement, en fait, avec les bandes de mosaïque. Voilà, il faut juste équilibrer les matériaux et ça fait un arrondi. Et ce qui Et là, permet dans le motif de créer la jonction entre le mur et le sol, quoi, finalement. et qui permet visuellement de donner un aspect vraiment différent que quelque chose qui va être cassé, Mmh. brut. Donc ça permet à cet endroit-là de ne pas mettre de plainte. Ça permet aussi au-dessus de la baignoire d'avoir l'eau qui Mmh. s'écoule comme ça directement sur une pente naturelle en fait. Donc Et puis à ça l'œil, c'est super doux. Enfin, ouais. c'est vrai que on s'en rend pas forcément compte quand on le fait pas en fait, parce que ça nous paraît tellement naturel d'avoir des murs droits. Mais là, quand on est face à cet arrondi, finalement, c'est super doux, effectivement, Mais ça visuellement. c'est pareil, on s'imagine pas, mais du coup le temps de séchage il est beaucoup plus long. Oui, Donc ça veut vu dire qu'il faut l'épaisseur de colle, ouais. c'est ça. Donc il faut attendre beaucoup plus longtemps avant de mettre les joints par Mmh. exemple. Et le temps, bah, dans les travaux, on l'a jamais. Donc C'est on est ça. là, on passe son petit doigt tous les jours et on se dit: «Ah, c'est encore mou, c'est Ouais. pas sec, il faut encore attendre». Donc voilà, ça, c'est des choses, voilà, qu'on a c'est bête, hein, mais c'est vrai qu'on n'avait pas pensé que du coup, il allait falloir un temps de séchage un peu plus long. Et je sais pas si tu as assez de recul par rapport à ça, du coup, parce que c'est quand même assez récent, mais est-ce que ça vieillit bien aussi? Enfin, J'ai pas assez non, j'ai pas ouais, assez c'est de dur. recul. Il Je faut comprends. 1 ou 2 ans d'exploitation pour te dire, est-ce que dans le temps ça va. Après, les matériaux sont de bonne facture, voilà, on met quand même du temps à faire les choses. Et moi, je suis assez pointilleuse, donc normalement, on espère que ça va tenir. Ça marche. Et
Bah écoute, on va continuer avec les aspects un peu plus déco en lien avec les travaux, mais j'avais pas mal de questions pour ça et si on commence, enfin si on continue plutôt avec la pièce à vivre, on a parlé donc des arches déjà qui permettent de séparer le salon, la cuisine et dans cette pièce à vivre, on voit aussi que, enfin vous avez fait le choix d'avoir beaucoup de bois. Enfin le bois est assez omniprésent tout en étant hyper équilibré. Enfin, c'est blanc bois. Et donc, les façades de la cuisine sont en bois. Les fenêtres aussi, que vous avez décidé de garder en bois, couleur bois. C'est des nouvelles fenêtres. Enfin, ça, toutes les huisseries sont nouvelles. Oui, mais du coup, vous les avez fait aspect En bois. bois. Elles sont Ouais, en ouais. bois et aspect bois, ce qui n'est pas forcément hyper courant, en fait, finalement. Elles sont souvent peintes. Mais, Ouais. mais aussi, vous avez installé des panneaux muraux en bois. Et ça, pour Ouais. le coup, c'est plutôt original. Tu peux nous parler un peu de cette idée, comment ça vous est venu? Ça, c'est vraiment, ça, c'est la patte de Lucas. C'est la patte Ovette et Madani. Voilà, c'est sa créativité qui parle et ses dessins qu'il fait le dimanche. Voilà, sur un bout de papier. Non, ça, c'est lui. Et le fait d'avoir la peinture foncée en arrière-plan, ça Mhm. permet aussi de créer cette espèce de profondeur qui est aussi sa patte. D'accord. En fait, c'est son style. D'où les idées, ce genre d'idées. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai que ça a le grand avantage de donner beaucoup de chaleur à un espace quand il est grand, quand il est lumineux, quand on choisit le blanc, beaucoup. Et en plus, on a une hauteur sous plafond qui est pas négligeable. Donc, il faut aussi créer, en fait, il faut la meubler, entre guillemets, Mm, cette hauteur sous plafond. c'est ça. Et comme en plus, vous avez pas fait monter ces panneaux jusqu'en haut, ça permet de casser un peu quand même la hauteur qui est importante Ouais. sans rabaisser et donner une impression de plafond qui est plus bas. Donc Mais on a un habillage. c'est ça. On a une ambiance. Mm. Exactement. Et dans cette pièce, ce que j'aime beaucoup aussi, une idée que je trouve qui est super et qu'il faut retenir, et qui est pourtant toute bête, enfin, c'est le carrelage sur la cheminée. Ouais. La cheminée, ça a été un grand débat. On était sur est-ce qu'on met une cheminée ouverte? Est-ce qu'on met un poêle? Est-ce qu'on met un insert? Donc là, déjà, il faut se statuer là-dessus. Cheminée ouverte, beaucoup d'odeurs, déperdition, voilà, mais Le rien de mieux. plaisir de la flamme. Mmh. Voilà, le plaisir de la flamme, voilà, il n'y a rien de mieux. Après, attention, c'est un gîte, Mmh. les enfants, voilà, il y a un espèce de danger. Bon, mais ça chauffe pas la pièce, parce qu'il faut la chauffer aussi, cette pièce, quand même. Elle a une hauteur sous plafond énorme, elle fait 80 mètres carrés, il faut la chauffer. Poêle, ok, poêle, c'était une idée, on est parti sur les poêles Régnier, c'est français, c'est magnifique, c'est de la céramique, c'est très très joli. Mais là, des délais de plus de 6 mois, parce que c'est fait à la main. Donc nous, évidemment, on n'avait pas les 6 mois devant nous. Mmh. Enfin, on les avait, on les a toujours dans Oui. une vie, et on voulait les choses, voilà, plus rapidement. Et puis après, on s'est tourné vers cette option qu'on ne connaissait pas, qui est l'insert, en fait, qui est un mélange des deux, parce que il peut être utilisé en foyer ouvert, Mmh. donc pour le plaisir de la flamme, mais il est aussi utilisé en foyer fermé, et là, en fait, il va chauffer la pièce. Mmh. Et donc, c'était un bon compromis. Bon, ok, on part sur l'insert, mais par contre, bah, c'est moche, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il faut le coffrer et il faut visuellement avoir quelque chose qui va être joli. Donc là, pareil, la pâte au et madani, on a mis du carrelage. On n'a pas fait des joints, on Oui. a décidé de pas faire les joints. Parce que enfin, avec Lucas, quand on a posé le carrelage, on a pris du recul, on s'est éloigné de 3 mètres, on s'est dit, bah, c'est bien comme ça. Ouais, c'est bien. On met pas de joint? Non. Allez, next, on passe à autre chose. Et voilà, c'est resté comme ça. Ouais, parce qu'en plus, vous les avez quand même posés très, très bord à bord, enfin, quasi Ouais, sans joint. Donc c'est vrai que le joint, enfin, en plus sur un espace qui est pas soumis à l'eau, donc il n'y avait pas ouais, nécessairement besoin, mais en plus ça donne un rendu très naturel, quoi. on n'est pas dans une pièce d'eau, donc Mm. il n'y a pas de nécessité de mettre en fait un joint. Donc je lui ai dit, ça risque rien. Elle me dit, non, non, on peut le laisser comme ça. J'ai fait, bon, bah, voilà. Et est-ce que vous avez fait les trois faces de la cheminée ou seulement la face avant?
Alors, on a fait la face avant. En fait, les deux autres faces, alors ça, c'est resté sans rien parce qu'en fait, avec Lucas, on n'a pas pris de décision sur le sujet. En fait, normalement, c'est les panneaux de bois qui reviennent. Donc, Mhm. on a les panneaux de bois. Ils reviennent, ils sont censés faire un retour. Et je sais pas, quand on les a posés comme ça, juste pour voir, il y avait un truc qui matchait pas. Et après, on s'est dit peut-être qu'on devrait mettre le carrelage à la place. Et en fait, on n'a toujours pas pris de décision. Et d'un côté, heureusement qu'on n'a pas mis le bois parce qu'en fait, les bouches d'aération Mm. sur les deux côtés font des traces. Donc, si on avait mis le bois, je pense que ça aurait taché le bois. Donc, je pense que la bonne solution, c'est vraiment le carrelage et qu'on va le mettre d'ici peu. Mais c'est vrai qu'après, bon, bah, voilà, c'est des finitions, quoi. Ouais. Si on ne fait pas tout de suite, ça peut attendre. Oui, Mais puis avec le placo blanc, finalement, ça passe relativement bien aussi. oui, c'est très joli comme ça. Donc les gens voilà, ne savent pas qu'il manque quelque chose, entre guillemets. Nous, on le sait. Et voilà, on attend d'avoir vraiment l'un de nous deux qui va dire bon, allez, ce week-end, on le fait. Mais là, on a préféré finir la dernière chambre. Et alors, comment vous avez géré le profil de ces carrelages quand tu arrives au bout de la face, justement? En fait, c'est justement ça en fait qui nous pose problème aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait? C'est parce qu'on l'a mis vraiment à fleur. Mhm. Et donc maintenant, si on pose le carrelage, si on fait le retour, ben, on va avoir la tranche du carrelage. C'est ça, oui. Et donc du coup, c'est cette tranche qui nous dérange. Mm. Après, il existe des carreaux en fait qui forment un arrondi. Oui. Et sur cette ref-là, on l'a pas malheureusement. Ah mince. Donc voilà, c'est le truc de se dire bon bah on va voir la tranche. Et nous sur des trucs comme ça, on est un peu Ouais, je comprends, surtout que vous avez pris soin à aller vraiment jusqu'au bout des finitions un peu partout. Donc, et donc du coup bon, on attend encore. ok, c'est encore à l'état de réflexion, ça mûrit. Ah bah alors du coup, vu qu'on a parlé cheminée, on peut parler de la mosaïque qui est juste devant et donc que tu as fait toi-même, je crois. Moi, je rêve aussi de faire une mosaïque pour chez moi. Explique-nous comment on fait une mosaïque. Alors c'est très simple, on achète ça s'appelle des tasselles, les petits carreaux, donc de la couleur qu'on veut. Et après, on va en fait, alors c'est très marrant parce que c'est un art où on décompose pour recomposer. Donc en fait, on va à l'aide d'une pince casser les tasselles, leur donner la forme qu'on veut, et après redessiner le motif sur un filet. Et puis donc on colle nos petits tasselles sur le filet, puis après le filet se colle comme du carrelage en fait. Voilà, on le colle comme du carrelage, après on met un joint dessus et voilà. Mais alors Donc, attends, parce que moi je veux tout savoir. Du coup, tu achètes ton filet, enfin, ouais, ton filet, tes tu tasselles, détermines ton motif, du coup, c'est ça. j'imagine. Donc en principe, soit tu l'imprimes, soit tu le dessines à la main et tu le met en dessous de ton filet, comme ça tu le vois et tu peux suivre les lignes. Mhm. Il y a un compte qui est pas mal. Enfin, moi, je lui ai demandé de l'aide au début pour m'expliquer et pour ne pas perdre de temps. C'est Garance Mosaïque qui est très bonne sur le sujet. Puis c'est son métier. Ouais, elle est Voilà, mosaïste. c'est ça. Et donc, du coup, moi, je suis allée la voir en lui disant bon, bah voilà, j'ai mon dessin, j'ai tout. Dis-moi les erreurs à ne pas commettre pour pas perdre de temps, parce que je déteste perdre du temps. Et elle m'a expliqué en 1 heure. Et après c'est un art c'est génial, c'est relaxant. Enfin, c'est très très agréable à faire. Ouais, j'imagine. Ouais, ouais, j'ai Et du coup, adoré. tes petits morceaux, tu les colles avec une colle à carrelage ou avec une colle différente? Non, une petite colle, je crois que c'est la petite colle Cléopâtre là. Ah oui, la colle des enfants, quoi. La Ouais, colle exactement. blanche. C'est ça la colle blanche. Donc on colle ça sur le filet. Mhm. Et puis après, on va avoir la vraie colle en fait à carrelage qui va être posée sur le sol comme, comme quand on pose du carrelage dans une salle de bain, quoi. Donc c'est quand même la vraie colle à carrelage qui va après permettre de coller vraiment les petits bouts. Qui va recevoir le filet. Oui, Et en fait, mais la colle Cléopâtre, ça colle quand même vachement ça bien colle sur bien. le. Ouais, ouais. D'accord. Et après, on a la colle de carrelage plus les joints. Donc, Oui. c'est fini, ça bouge plus, quoi. Puis une fois que t'as posé ta mosaïque quand elle est collée sur son filet, tu la colles avec de la colle à carrelage et ensuite tu viens faire des joints de carrelage
comme avec n'importe quel carrelage. Exactement. Et tu choisis les joints que tu veux, la couleur que tu veux. Bon, là, ils sont blancs, mais si tu veux les choisir noirs parce que toute ta mosaïque est blanche, il n'y a pas de souci. Et du coup, ça prend du temps? Ça dépend de la taille. Oui, Et puis ça dépend si on est perfectionniste ou pas. Moi, je peux recommencer un petit morceau, je sais pas, 10 fois parce qu'il n'a pas la bonne forme. exactement, ouais. Donc, Oui, puis de la complexité du motif aussi, j'imagine. oui, c'est ça. Exactement. Donc, faut pas essayer au début, faut pas faire des choses trop fines, quoi. Enfin, moi, j'avais une typo qui était trop fine. J'ai grossièrement, enfin, j'ai un peu augmenté l'empattement pour réussir à faire mon dessin, sinon c'était impossible. Mhm. Donc, tu as fait plusieurs essais? Oui, bah, en fait, quand j'ai découpé avec ma petite pince, je me suis aperçue que je pouvais pas faire Des micro-bouts. des fines. Ouais, C'était impossible. d'accord. Donc, et puis Garance me l'avait dit, m'avait dit attention, fais pas quelque chose de trop fin, ça va être impossible en fait à couper le tassel aussi finement. Mhm. Ok. Bon, super. Merci pour le die. Alors effectivement, il y a les carreaux du sol dans le salon. Je me demandais vraiment s'ils étaient d'époque parce qu'ils ressemblent vraiment aux petits carreaux qu'on trouve chez notre grand-mère. Ouais. Et vous avez su les accommoder avec un environnement quand même, une déco très moderne et très contemporaine. Je trouve que l'effet est plutôt réussi. Et, Alors, ce genre de base, on voulait pas le garder. ah, vous vouliez pas le garder au début? De base, on voulait pas le garder parce que en fait, bah, il y avait un énorme barbecue dans la pièce. Ouais. On a déposé cet énorme barbecue, bah, forcément, il n'y avait pas de carrelage en dessous. Donc, nous, on a posé du ragréage pour avoir quelque chose de clean. On a aussi côté entre le salon et la cuisine, là où il y a les arches, il y avait un espèce de muret avant qu'on a déposé. Donc au sol, pareil, plus de carrelage. Ce carrelage, impossible à retrouver. J'ai cherché sur le bon coin pendant des heures et des heures, impossible à trouver. Donc en fait, on avait des trous. Dans le sol, on avait des trous. Et avec Lucas, on s'est dit, ah non, 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 c'est pas possible, on veut quelque chose d'uniforme partout. On voulait quelque chose de brut, de simple, facile d'entretien. C'est une maison de campagne, on passe constamment son temps à l'extérieur. On passe notre temps à faire intérieur, extérieur, vu que les chambres sont à l'extérieur. Mhm. Donc on a décidé de poser un ragréage. Jusque-là, tout va bien, l'idée semble bonne. On pose un ragréage, ok, on revient 2-3 jours plus tard, enfin même un peu plus. Il fait nuit, je rentre dans la pièce et je sens que je viens de marcher sur quelque chose qui a fissuré en dessous de mes pieds. Qui est Et meuble. je, Ouais. et je me dis, ah, je viens de marcher sur un miroir. Parce qu'en fait, je chine tellement de choses, qu'il y a tellement de choses partout que je me dis, je viens de marcher sur un miroir. Enfin, ça a fait le bruit d'un miroir qui avait éclaté. Et là, j'allume la lumière et en fait, je me rends compte que c'est le ragréage qui n'a pas adhéré et que tout a fissuré. Tout a fissuré partout. Et là, je regarde Lucas, je fais waouh! Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Mayday, Mayday. Et là, il me dit, bon, bah, faut tout déposer. Donc, hors de question de faire travailler les ouvriers là-dessus. On s'y colle parce qu'on n'a pas envie de payer des ouvriers à enlever du ragréage. Donc, on s'y colle à quatre pattes, 80 mètres carrés, et on enlève tout le ragréage qui a été posé. Donc, à des endroits, il y a des plaques qui partent toutes seules, et puis il y a des endroits, ça a adhéré. Mhm. Donc là, c'est un enfer à enlever, ça nous prend des jours et des jours. On arrive à récupérer le carrelage, et puis on se dit, bon, bah, voilà, on récupère le carrelage, et là où il y a Attends, parce que du coup, le ragréage, vous l'aviez coulé sur le carrelage? Ouais, on avait mis une impression, enfin, on avait mis tout ce qu'il fallait, et on avait posé notre agréage sur. Sur toute la pièce, en fait. Ouais, on avait acheté du ragréage spécial, justement, qui se met sur le carrelage. Enfin, on avait fait les choses dans les règles, mais la température, parce que Mhm. c'était en hiver, en dessous, il n'y a pas de. C'est un terrain qui est quand même humide, il Ouais. n'y a pas de vide sanitaire. Nous, on a des sources d'eau partout dans le terrain. Donc, bon, bah, voilà. La température, tout ça, ça ne l'a pas fait. Donc, Ça arrive plus souvent qu'on ne croit hein, sur le ragréage. C'est hyper. après, ouais, ouais, mais après, En fonction de la température, du taux d'humidité, c'est ça, que ce soit en été ou en hiver, quand c'est des extrêmes trop importants, ça peut être compliqué. Ouais. et on en a posé un autre bon, sur une dalle
pour la comment elle s'appelle la buanderie, ça, il n'y a eu aucun souci. Mais bon, là, ça n'a pas marché. C'est pas grave, on perd pas de temps, on dépose, on se dépêche. En fait, il faut prendre des solutions très rapidement, donc voilà. On dépose et puis c'est grâce à ça que j'ai fait aussi mes mosaïques au sol parce que en fait, il fallait combler les trous. Donc il fallait trouver un moyen de combler les trous de carrelage sans ce carrelage que je trouvais pas en fait. Donc j'ai fait des mosaïques. Mais donc du coup, comme le ragréage n'a pas tenu, c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, on va garder le carrelage Ouais. existant. On Vous s'est avez dit, réussi à le récupérer malgré le fait qu'il soit ouais. vieux et qu'il y avait eu du ragréage de couler dessus. Ah ouais, mais on a frotté, mais frotté. Enfin, c'était un travail titanesque, mais on a réussi à la rattraper. Après, je sais pas, j'ai dû passer, je pense, 50 fois la serpillière avec du produit, mais j'ai rien lâché, je l'ai eu, et il est encore plus beau qu'avant. C'est ça. En fait, j'ai envie de te dire, c'était un mal pour un bien parce que le résultat, il est vraiment top, quoi. Mais après, de temps en temps, en fait, il faut pas chercher plus loin, quoi. Ouais, Les c'est choses ça. elles sont comme ça et c'est tout. Et donc aujourd'hui, vous avez simplement donc ce carrelage ancien d'époque et à certains endroits du ragréage. Enfin, De la mosaïque. Des mosaïques de poser, et en face de la cheminée, en fait, j'ai un carré de ragréage, en effet, là où il y avait le barbecue avant. Et j'ai d'accord. mis une mosaïque au milieu, en fait. Mais tu as plusieurs mosaïques en fait dans cette pièce. Ouais, j'en ai deux. J'en ai Ok. une entre les arches et j'en ai une devant la cheminée. Ok. Et le truc que vous avez fait aussi dans cette pièce et au niveau de ces carreaux anciens là, c'est et que vous avez, enfin vous avez reproduit l'idée plusieurs fois dans la maison et que je trouve aussi super intéressante, c'est d'aller sur des plinthes qu'on ne En voit marbre. pas partout. Et notamment à cet endroit-là, sur des plinthes en marbre, vous avez beaucoup effectivement utilisé l'idée d'aller sur des plinthes un peu différentes avec une rangée de carreaux aussi dans les salles de bain. Ouais. Et donc ces plinthes en marbre, comment c'est arrivé jusqu'à vous? Alors, il y a deux choses. Il y a déjà la hauteur des plinthes. Lucas, il aime bien avoir des plinthes hautes. Mm. Et le marbre, il adore le marbre. C'est un collectionneur de marbre, il adore ça. D'accord. Et en fait, ça donne vraiment un autre effet visuel. Mm. Entre le carrelage, le marbre et le mur, enfin, il y a une continuité qui est presque. En fait, c'est comme si ça avait toujours été là. C'est tellement naturel visuellement que on sent que ça a sa place. Et après, on fait des tests, hein. Enfin, au début, on savait pas du tout qu'on allait mettre ces plaintes en marbre. Juste, voilà, on avait tout ce marbre, on a la machine à découper et puis on fait des petits tests. C'est vous qui l'avez posé? Oui, oui, c'est Lucas, il découpe son marbre et puis il se promène avec son marbre. D'accord. Ah oui, c'est vraiment une passion. Ça va bien ici, super, on le pose. Mais on peut être en train de prendre l'apéro tous les deux sur la terrasse, tranquillement, et puis on est là, on regarde le mur qui n'a pas encore de plainte, et puis on se dit, tiens, et si on mettait ça, et si on faisait ça, et on fait des tests, et ça marche, et on part là-dessus. Et puis après, il a aussi fait tout l'encadrement des portes en marbre aussi. L'encadrement qui mène aux toilettes et qui mène à l'étage. Qui est en arche aussi, non? Ouais, et c'est hyper joli. Ça donne un détail en plus, en fait, visuellement, ça a son effet. Et vous trouvez où ce marbre du coup? Sur le Bon Coin. C'est ça, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Vous chinez du marbre. Ouais, on chine du marbre sur le Bon Coin et après on le redécoupe en fonction de nos besoins. D'accord. Et comment alors c'est du marbre qui a servi pour C'est du marbre de temps en temps qui était utilisé pour des Mhm. cheminées qui ont été démontées. Donc là, le marbre est assez épais, c'est pas le top du top. Mais sinon, il y a des planches de marbre, je sais même pas à quoi elles servaient, mais de toutes les couleurs, avec des veines incroyables, des choses qu'on n'aurait pas en grande quantité. Enfin, c'est impossible de les avoir en grande quantité, mais nous, on n'a pas besoin de grande quantité en fait. Donc c'est l'avantage de pouvoir les chiner et puis après de les insérer là où on veut. Même pour faire les plaintes de votre pièce à vivre, vous n'avez pas eu besoin d'une quantité quand même, d'un linéaire assez important? Non, parce que finalement, alors déjà, c'est pas le même marbre partout, mais ça se voit pas. Ok.
Et non, c'est pas des quantités non plus. Oui, on a eu de la chance sur ce lot parce qu'on a quand même, on arrive quand même à faire le tour de la pièce. Et c'est étudié, et on a choisi cette couleur-là parce qu'on en avait assez pour faire le tour de la pièce. Mais on a, pendant un temps, je sais pas, la voiture était remplie de marbre à chaque fois. On en a cassé, hein, dans la voiture. On en a cassé, mais oui, dès qu'on allait quelque part, on chiait du marbre. D'accord, c'est bah, en même temps, vous êtes des grands chineurs, quoi, si c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et puis les gens, même quand on vient leur acheter 2 plaques de marbre, ils font: «Ah mais attendez, j'en ai encore une autre là, elle sert à rien, vous la voulez pas, je vous la donne». Donc en fait, on vient pour en acheter 2, on repart avec 4 planches. Enfin, Et ça se découpe comment? Avec quoi? ça se découpe avec une scie à. Alors attends, je suis très très nulle. Un scie à diamant, c'est ça? Ouais, une scie à diamant comme pour le carrelage, du coup? Exactement, avec de l'eau qui coule. Ah OK, donc c'est quand même une grosse machine avec l'eau. Ouais, Enfin, ouais, ouais, c'est tu une un grosse machine, ouais, ouais. C'est une très grosse machine qui prend de la place. d'accord, je vois. Et et si on parle plus largement un peu de ce qui a inspiré, l'ambiance de la maison, est-ce que comment est-ce que vous avez trouvé les idées? Est-ce que c'est justement, juste vous et vos goûts personnels qui ont guidé, les choix que vous avez faits? Ou il y a des choses que vous êtes allés, qui vous ont inspiré, particulièrement? Alors des choses qui nous ont inspiré, non. Enfin, mis à part des objets qu'on va chiner, mais bah, Lucas, il a ce côté euh, création. Donc, soit les idées viennent directement de sa tête, Ouais. ou soit en fait, ce sont les matériaux et les objets qui vont créer une ambiance dans la pièce. Après, bah, de base, en fait, on a un certain goût et une certaine sensibilité à certaines choses, ce qui nous amène en fait à créer l'ambiance intérieure du moulin. On aime bien le mélange des matériaux, mélanger le bois, le marbre, les tissus. L'idée, c'est d'avoir quand même quelque chose de réconfortant et de cocooning parce que c'est une maison en fait qui est aussi agréable l'hiver que l'été. On n'avait pas envie d'une maison où, ok, l'été ce soit hyper cool, on vit dehors, et puis l'hiver, Mmh. bon, bah, c'est souvent ça en fait le constat qu'on avait fait nous quand on essayait de louer des maisons pour 10-12 personnes quand on était entre amis, qu'on voulait faire un week-end, c'est que bah, l'intérieur des maisons, la déco, c'était l'enfer quoi. Et en fait, nous, avec Lucas, la décoration, enfin, c'est quelque chose qu'on affectionne particulièrement. On aime notre intérieur parisien. Et en fait, on n'a pas envie de partir en week-end pour se retrouver dans une déco Qui qui vous nous met donne une pas ambiance, envie? en fait. Donc, on avait envie d'avoir un lieu qui soit, même l'hiver, hyper agréable. Et c'est le cas du moulin. Le moulin, aujourd'hui, je le vois dans les réservations. Il est même limite plus loué l'hiver que l'été. Mmh. Donc, parce que l'hiver, c'est agréable. On a la cheminée, on se sent bien dans le salon, c'est une grande pièce. C'est très lumineux. Ouais, c'est lumineux, donc voilà, c'est important aussi d'avoir, même dans une maison de campagne, cet effet chaleureux. Ouais. Et est-ce que tu aurais des bonnes adresses peut-être à partager? Parce qu'effectivement, vous avez une sélection de mobilier, d'accessoires qui est, enfin, une sélection qui est assez pointue et qui est bien trouvée. Est-ce que vous avez des marques un peu chouchou ou... Bah, des marques chouchou, en fait, on a chiné pas mal de choses, donc Mm. bah, on va avoir un bureau Patrick Gingembre, mais c'est pas un fournisseur, c'est un designer, Mm. voilà, qu'on peut trouver sur le Bon Coin, qu'on aime bien. Les fauteuils Baumann, c'est pareil, c'est du chiné. Après, c'est vrai qu'on fait. Lucas crée ses meubles, donc il y a un des canapes, c'est lui qui l'a Ouais. designé, des applis, c'est lui qui les a designés, ou sinon on les a trouvés sur le Bon Coin. Donc c'est vrai qu'on n'a pas énormément de fournisseurs dans la maison. Notre canapé, c'est Bolia, parce qu'on Mm. avait envie d'un canapé où on puisse faire la sieste. Donc il y a une grosse profondeur. Mais sinon, après. C'est vrai que on chine quand même pas mal. Et puis après, après c'est dans les équipements de la maison. Moi, enfin, la maison, c'est d'abord ma maison avant d'être la maison de mes clients. Donc du coup, les équipements vont être en fonction de mes besoins. Par exemple, si j'aime
la marque KitchenAid pour cuisiner, et bah, du coup, il y a du KitchenAid partout dans la maison. Donc, bah voilà, il y a des choses comme ça, le sel fumé Kalios, tous les robots KitchenAid, les draps en lin de chez Most. Voilà, c'est des choses que j'utilise en fait, les crèmes au My Cream. Voilà, c'est des choses que j'utilise moi. Donc, du coup, bah, Ouais, les clients font ça au moulin. d'accord, c'est ça. Et effectivement, vous chinez beaucoup et pas mal de pièces de designer. Mhm. Il y a un mélange, un savant mélange entre des choses très anciennes et des choses un peu design. Euh, Tu chines du coup encore beaucoup ou maintenant que la maison est quand même déjà bien meublée, ça s'est un peu calmé? Enfin, est-ce que c'était vraiment pour meubler le gîte? Alors, c'est sûr que je chine un peu moins parce que j'ai moins de nécessité, mais je continue toujours de le faire parce qu'en fait, les objets qui sont au moulin sont à vendre. Hmm. Donc, si par exemple, tu as bien aimé la table de chevet qui est dans ta chambre, tu peux l'acheter. Donc, moi, il faut que dans le grenier, j'ai le double Ouais. pour remplacer très vite l'objet. Donc, j'ai quand même un très beau bazar dans le grenier, énormément d'objets. Mais je continue de chiner au moins, je passe au moins 2 heures par semaine sur le Bon Coin à regarder les choses. Ouais. Avant, j'y passais 2 heures par jour, mais là j'ai réduit. Ah, donc Euh, Le Bon Coin, c'est ta référence là pour chiner, ouais, c'est ça si je comprends bien. ouais, ouais. Encore maintenant. Et énormément de vie de maison. Emmaüs, c'est un peu moins bien que ça l'a été, parce que du coup il y a eu une petite mode dessus, je pense. Mais ouais, après le Bon Coin, faut être patient. Faut être patient, c'est sûr. Et ça te fait pas, enfin tous les meubles, tout ce qui est chiné est achetable, si on peut dire. Oui, bah après, du moment que j'ai le double, C'est ça. euh, donc il faut aussi que, là je suis un peu en retard sur le site, mais parce que du coup il faut shooter les produits, les mettre en ligne, descriptif prix, donc ça prend un petit peu de temps quand même. Donc on peut Euh, acheter les meubles chinés même si on vient pas séjourner chez vous. Exactement. Donc si on vient séjourner à la maison, il y a un petit QR code qui permet en fait d'arriver directement sur la page du site internet. Mhm. Et si on n'est pas à la maison, si on vient pas à la maison et que juste on suit le compte Instagram par exemple, eh bien de temps en temps je mets des objets en story, je vais mettre les objets par exemple que j'ai à vendre. Et D'accord. il faut que je fasse mon petit shooting quoi. Ouais, ça se prépare, c'est sûr. Surtout quand on est perfectionniste et C'est qu'on aime ça. les belles choses, c'est sûr. Et ça te crève pas le cœur de temps en temps de voir partir des pièces que tu avais pensées pour mettre à tel endroit. Alors en fait, l'idée de ça, c'était de se dire, je j'ai pas envie de m'attacher justement aux objets, et il faut avoir je pense que c'est important d'avoir cette mentalité quand on loue sa maison, Mm. parce que moi, on me demande souvent, mais tu loues le moulin, enfin, je sais que c'est toi qui as fait toi-même ça dans la maison, ça te crève pas le cœur, que ce soit d'autres personnes qui rentrent chez toi, et en fait, le moulin, si on a décidé de le mettre en location, c'est aussi qu'on s'est dit, bah en fait, moi je suis tellement bien ici, et en fait, je crée tellement de souvenirs avec ma famille, mes amis, que j'ai aussi envie que d'autres personnes puissent avoir ça. Donc, je le mets en location. Et les objets, c'est pareil. C'est de se dire, bah, cet objet, je l'ai adoré. Je suis tombée amoureuse quand je l'ai acheté. Je ne savais pas où j'allais le mettre, mais juste j'aime sa forme, j'aime sa couleur. Si je l'ai aimé et que quelqu'un d'autre l'aime, eh bien, tant mieux et que ça lui fait plaisir, et tant mieux. Et partir un peu de ce truc matérialiste en voulant tout garder et se dire, ah non, je l'ai chiné, je le garde pour moi, et puis c'est tout. Bah non, s'il m'a fait plaisir, il peut faire plaisir à quelqu'un d'autre, et tant mieux. Et il aura une nouvelle vie dans une nouvelle région, dans une nouvelle ville, et voilà. Le partage à 2000%, quoi. Et d'où la fabrique à souvenirs aussi. Oui, c'est ça. Ok, ça marche. Bon, écoute, Marine, on arrive à la fin de cet épisode. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à ceux qui ont envie de se lancer dans la réno? S'informer. Pour moi, c'est hyper important parce qu'en fait, vous pouvez voir 3 maçons différents, ils auront 3 façons de fonctionner différentes et 3 avis différents sur le sujet. Donc ne vous arrêtez pas à une personne qui va vous dire il faut faire comme ça. Il n'y a jamais une solution dans les travaux, il y en a toujours beaucoup. Après, il faut juste prendre celle qui va être en adéquation avec
votre temps, le temps que vous avez, le budget que vous avez et le résultat que vous voulez avoir en termes de qualité. Mais le but, c'est de s'informer parce qu'en fait, si on s'arrête à un avis, on peut faire des erreurs. Et il n'y a pas qu'une façon de faire dans les travaux. C'est vrai. Et avoir la même vision. Enfin, et avoir des artisans qui adhèrent à notre vision C'est ça. et à notre niveau d'exigence aussi, c'est effectivement important. Surtout Et ce quand que j'ai remarqué, c'est que si on trouve par exemple un bon maçon avec lequel on s'est bien entendu, qui a fait un bon travail, etc., demandez-lui à lui s'il connaît quelqu'un, s'il connaît un électricien, s'il connaît, etc. Parce que les bons apportent les bons, mais les mauvais apportent les mauvais aussi. C'est sûr. Attention. Très bon conseil, ça aussi, c'est vrai. Et pour finir, est-ce que tu aurais des conseils de livres ou de ressources, de quelque chose qui a pu vous inspirer pendant votre réno, des comptes Insta ou voilà. Alors ça, j'ai réfléchi à ça et j'avoue que on n'a pas de pige, on regarde pas les comptes. on est pas- on s'inspire pas, donc du coup, c'est juste ça sort de De envies ou de vos notre têtes. tête. Ouais, ça correspond à ce que tu me disais, c'est que finalement, vous avez laissé libre cours à C'est ça. votre créativité et vous avez fait Voilà, ce qui vous plaît profondément et personnellement, intérieurement, si on peut dire, sans c'est ça. aller se faire influencer par les tendances ou ce que fait l'autre à côté. Et c'est chouette aussi. Hein. Exactement. Donc là, je suis désolée, je vais pas être d'une grande aide. Non, non, pas de souci. C'est déjà, le moulin est déjà une belle source d'inspiration, je pense, pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Marine. C'était un vrai plaisir de parler de ce projet de réno avec toi et de voir à quel point vous avez réussi à créer ce vraiment très beau résultat. J'invite tout le monde à aller voir, à aller consulter le compte Instagram du Moulin. Je mettrai dans les notes de l'épisode, je mettrai le lien. Et puis, j'invite aussi tous ceux qui pourraient avoir l'envie de venir séjourner au Moulin pour en profiter en vrai. Ce sera encore mieux qu'en image. Merci beaucoup pour ta gentillesse, du coup, et tous les conseils, les bons conseils que tu as pu prodiguer aujourd'hui. Eh bien, écoute, merci à toi de m'avoir reçue sur ce podcast. J'étais très contente de partager ça avec toi. Merci. À très bientôt, Marie. À très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.